Nous célébrons le Parinirvana de Gampopa, le roi du Dharma, le seigneur des enseignements, le protecteur des êtres, Gampopa Sonam Rinchen. Nous célébrons seulement cet anniversaire, non seulement, mais aussi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire où Karmapa Randu Dorje a manifesté le miracle de faire apparaître son visage sur la pleine lune. Aussi, nous célébrons la crémation du Khenpo Rinpoche, Khenpo Tsushim Gyamso Rinpoche, et aussi, à un titre plus personnel, la crémation de mon bienveillant père. Donc, aujourd'hui, c'est l'opportunité de célébrer à la fois d'une façon générale et d'une façon un peu plus privée ces célébrations, ces 4 célébrations en même temps. Donc, à l'occasion de cette célébration du Parinirvana de Gampopa, eh bien, nous y joignons également ces autres événements. Et avant de commencer le rituel du Guru Yoga de Gampopa, je pense qu'il est important de dire quelques mots sur Gampopa. Donc, tout d'abord, sur son lieu de naissance, sur sa naissance. Donc, la plupart d'entre vous savent déjà beaucoup de choses sur Gampopa, mais si on fait tout de même une introduction sur Gampopa. Donc, tout d'abord, il est né dans la région centrale du Tibet. Il est originaire de Nyal, une vallée méridionale des 9 vallées de Yolpo, au Tibet central. Donc, actuellement, en fait, il est né à l'actuel Lung Sejong, dans le Nyal Te. Le nom de son père, donc, il appartenait au clan Nyiwa. Le nom de son père a été Nyiwa Ladje Djangbal et sa mère Shomo Satse. Gampopa est né en l'an du mouton de terre, c'est-à-dire 1079. Et il est parti en Parinirvana en 1153, à pratiquement 74 ans. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'occasion d'écrire une bio détaillée de Gampopa, mais néanmoins, abordons quelques points résumés en 3-4 points. Alors, le premier point qu'on va aborder, c'est comment Gampopa est le fondateur de la lignée d'Apokadu. Deuxième point porte sur la vue philosophique. Le troisième point sur comment il accomplit le bien des êtres au travers du Mahamudra. Et le dernier point, en fait, va porter sur son œuvre littéraire. Donc, tout d'abord, premier point, comme évoqué, donc, on va le fait qu'il soit le fondateur de la lignée d'Apokadu. Alors, comme on a l'habitude de dire, on parle de la lignée Kagu, on parle des Kagupa. Alors, donc beaucoup de gens ne doivent pas avoir une idée précise. Par exemple, beaucoup de gens se disent « je suis Kagupa »,
En disant ça, ils pensent qu'ils sont Kagupa parce que, par exemple, leurs parents ont foi dans les enseignements Kagu, ou alors, par exemple, un moine se dit, bah, je suis Kagupa parce que je suis un moine dans un monastère Kagu. Donc, on peut avoir ainsi donc cette idée d'être Kagupa, être dans la lignée Kagu, sans avoir précisément le sens de ce que signifie Kagu. Et donc, pour décrire ce que signifie Kagu, donc tout d'abord d'une façon générale, si on prend le sens le plus large, donc dans Kagu, il y a le mot Ka. Donc dans Kagu, il y a deux mots, il y a le mot Ka et le mot Gu. Alors tout d'abord, le mot Ka, c'est le mot Ka qu'on retrouve par exemple dans Ka et Tenche. Donc dans Ka et Tenche, Ka désigne la parole du Bouddha. Donc c'est comme ça qu'on doit comprendre le Ka dans Kagu. Ka signifie la parole, les mots du Bouddha. Et Gu désigne la notion de lignée. Et voilà, donc Kagu, littéralement, ça signifie la lignée des paroles du Bouddha, incluant aussi bien les trois corbeilles que les tantras. Et par conséquent, techniquement, on peut désigner toutes les lignées des enseignements du Bouddha comme étant des lignées Kagu. Ainsi, même il y a beaucoup de lignées qui portent le nom de Kagu, comme par exemple dans la lignée Kadampa, on l'appelle la lignée Atisha Kagu, ou dans la lignée Gelugpa, on parle aussi de la lignée Gaden ou Geden Kagu. Et aussi, en parlant, il y a aussi, lorsqu'on parle de la lignée passant par Bedong Pentien, on parle de la lignée Bedong Kagu. Néanmoins, ceci dit, même si le terme Kagu, on la retrouve dans d'autres lignées de transmission au Tibet, de nos jours, généralement, lorsqu'on parle de la lignée Kagu, on la comprend comme étant une lignée parmi les quatre principales. Par exemple, si je suis dans la tradition Kagu, Nyingma, ben je pensais que je suis dans la lignée Nyingma et je ne vais pas me dire Kagupa. De la même façon, si je suis dans la tradition Satyapa, je ne vais pas dire que je suis Kagu. Parce que, en fait, de nos jours, le terme Kagu a pris un sens plus restrictif. Donc, même si techniquement les lignées Shakya, Nyingma ou Gelug peuvent être qualifiées de Kagu, de nos jours, en fait, lorsqu'on parle de la lignée Kagu, on comprend principalement en fait la lignée de Gampopa. Et donc en fait c'est simplement par l'usage, les circonstances, en parlant de la lignée Kagu, on pense de nos jours en fait en particulier de la lignée qui, notamment, est connue par celle passant par Telopa, le grand accompli indien Tilopa, qui transmet cette lignée à Naropa, et puis ensuite au traducteur tibétain Marpa. Et ainsi, cette lignée passe au Tibet. Ensuite, elle connaît comme détenteur de la lignée Milarepa. Et puis ensuite, elle se développe au travers de ce que l'on connaît par les 4 lignées aînées Kagu et les 8 lignées petits-fils. Et notamment, donc de nos jours, en fait,
Lorsqu'on parle de Kagyu, on comprend que c'est la lignée qui fait référence aux 4 transmissions orales venant du Mahasiddha Telopa. Donc, il y a beaucoup de différentes descriptions qu'on peut donner sur ces 4 transmissions orales, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a aussi la lignée Drukpa Kagyu qui parfois se désigne comme Kargu en rajoutant un R, mais généralement, donc à l'origine, en fait, on parle de la lignée Drukpa comme en utilisant le même terme de Kagyu. C'est le terme le plus commun qu'on retrouve. Et donc, comme on a évoqué, l'origine de ces lignées, cette lignée, elle vient de l'Inde, où il y avait beaucoup de Mahasiddhas qui détenaient ces lignées, incluant notamment, comme on a évoqué, Telopa, puis ensuite Naropa. Et puis ensuite, elle passe principalement, au Tibet, elle passe par Marpa, le traducteur, qui devint disciple de Naropa, et ainsi la lignée passe au Tibet. Puis, Milarepa prend le flambeau, et puis enfin, Gampopa le succède. Et notamment, Marpa, Milarepa et Gampopa sont connus comme étant on les appelle les ancêtres de la lignée. Et parmi donc ces ancêtres de la lignée Kagyu, donc Gampopa en fait partie, mais il n'est pas seulement un ancêtre de la lignée Kagyu, il est aussi le fondateur de la lignée Darpo Kagyu. Darpo, c'est son nom en fait. Donc Gampopa, on l'appelle aussi Darpo Rinpoche. Il a aussi le nom de Sonam Rinchen, aussi Chandra Brahma. Il a différents noms. Mais Darpo, il vient d'où? En fait, ça vient du lieu, de son lieu. Et Gampo, en fait, c'est le nom de la montagne d'où il vient. Donc, suivant qu'on l'appelle par le lieu où il vient, Darpo Rinpoche, ou Darpopa, ou lorsqu'on parle de la montagne, on le dit Gampopa. Et quand bien même la lignée Kagyu, en fait, elle est présente avant même Gampopa, on la connaît principalement sous le terme de Darpo Kagyu, ou la lignée de Gampopa. On ne la connaît pas comme étant la lignée, on l'appelle pas la lignée Marpa Kagyu ou Milarepa Kagyu. Ces termes ces termes existent. Donc il y a l'usage du terme Marpa, la lignée Marpa Kagyu ou la lignée Mila Kagyu. Mais ces expressions ne sont pas aussi connues, communes que Darpo Kagyu, la lignée de Gampopa, la lignée Kagyu de Gampopa. Alors, une raison évidente de cela, c'est qu'avant Gampopa, il n'y avait pas toute l'institution monastique, toute une organisation spirituelle qui a été mise en place. Par exemple, le seigneur Marpa, il vivait un peu comme un chef de village, en donnant les instructions sur la lignée de mantra qu'à quelques étudiants qualifiés. Il n'avait pas autour de lui, il ne fédérait pas autour de lui une grande communauté de disciples. Et là où à Drulung, en fait, ce n'était pas à cette époque un siège, comme un siège monastique. Et lorsque l'on parle de Milarepa, Milarepa était encore plus dans le renoncement. Il vivait dans les montagnes isolé, sans endroit fixe. Il enseigna à quelques disciples, mais il n'a jamais fondé un monastère ou une institution. Il n'a pas cherché à rassembler un groupe d'étudiants. Ce n'était pas, il n'avait pas l'intention de faire ça. En fait, quand il a quitté ce monde, il est parti sans rien laisser derrière lui, rien d'autre que des caves, des grottes vides, des montagnes vides, des vallées vides.
Et donc, lorsqu'on comprend ça, en fait, on comprend pourquoi on parle de nos jours de l'expression comme quoi les sièges de la lignée Kagu sont les lieux isolés dans les montagnes. Ainsi, en plus, Marpa et Milarepa avaient des vies de yogi. Ils étaient non monastiques, à l'opposé de Gampopa. Gampopa, dans un premier temps, en fait, il entre dans les ordres monastiques. Et donc, tout d'abord, son éducation spirituelle se fait au sein d'un système monastique. Et donc, il a d'abord, on va dire, intégré les monastères Kadampa. Il a reçu beaucoup d'enseignements dans la lignée Kadampa, au Tibet central, dans ces monastères où la discipline monastique, le Vinaya, était très en vigueur. Il a reçu... Et donc c'est dans ce contexte que Gampopa a suivi beaucoup de maîtres Kadampa avant de rejoindre par la suite Milarepa. Et puis ensuite, comme Milarepa lui-même l'a prophétisé, lorsque Gampopa va étudier, va enseigner, pardon. Donc Milarepa fait la profession, donc Donc ça, c'est que Milarepa a prophétisé ce développement, mais donc ce qui caractérise l'aura de Gampopa, c'est qu'il fédère beaucoup de disciples. Il a des 500 disciples qui ont des réalisations comme comparables aux Arhats. Il a plus de 16 000 disciples qui sont engagés dans la vie monastique tout en pratiquant les yogas des tantras, notamment ce qu'on appelle les stages de création, les phases de création et de dissolution. Et il a établi une grande communauté monastique, une vraiment grande communauté monastique. Et il a eu beaucoup de disciples, et parmi ses grands disciples, il a notamment, il a son neveu, qui était le fils aîné de son grand frère Diawa Sege. Il y avait aussi le grand régent, le plus grand régent, comme son Gyaltsab Gompa Tsultrim Ningpo. Il y avait aussi le maître dans les réalisations et les activités, Pardou Dojé Djelpo, ainsi que le détenteur des lignées de la compassion et des élévations qui était Dusum Khyempa, Chöji Drakpa, ainsi que celui qui met en le yoga du pouvoir et des pratiques austères, Barom Dharma Wangchu. Et donc, les 4 derniers cités constituent notamment donc, ces 4 principaux disciples. Gyaltsab Gompa Tsultrim Ningpo, Pardou Dojé Djelpo, Dusum Khyempa Chöji Drakpa et Barom Dharma Wangchu. Et en fait, de ces 4 fils de cœur, donc vont notamment émerger les différentes lignées Kagu. La lignée de Pardou Kagu, qui vient de Pardou de Djelpo. Donc il y en a plein. Ensuite, la lignée Kamsan Kaju, Barom Kaju, Tsapa Kaju. De la lignée Pardou Kaju en émerge en d'autres, dont la Jikung Kaju, Talung Kaju, Drupa, Drupu, Matsan, Yelpa, Yatsan et Shusep. Donc ces lignées sont connues comme étant les 4 lignées comme grands frères ou aînés, et puis les 8 lignées de deuxième génération.
Donc quatre lignées de première génération et 8 lignées de deuxième génération. Il y a d'autres termes, mais là, globalement, on peut dire comme ça. Et Milarepa également a prophétisé cela en disant et donc par exemple, Milarepa prophétise que la lignée ne sera pas connue par son nom, mais comme étant par le nom d'Apokaju. Et aussi à l'occasion d'une célébration Gana Chakra, la bienfaitrice Chamme Milarepa chante un chant en guise de... En fait, la bienfaitrice pose des questions et Milarepa répond sous forme de chant, et dans un de ses chants, il fait hommage à Gampopa et l'hommage qu'il fait, en fait, sont des prophéties qui par la suite deviennent des faits historiques. Et notamment aussi, après que Gampopa quitte Milarepa fait part à ses étudiants une prophétie en disant qu'il avait fait le rêve dans lequel un oiseau jaune donc partait de ma direction pour aller au Tibet central et a atterri sur le pic d'une grande montagne où il y avait des oies jaunes qui venaient de toutes directions, et puis au bout d'un moment, ces oies jaunes partaient chacune de leur côté, accompagnées de 500 autres oies jaunes, et ainsi la région était remplie de ces oies jaunes. Et ensuite, Milarepa dit, je suis un yogi, mais tous ceux qui suivront ma lignée seront des monastiques, des ordonnés. Et donc ça également, ce rêve, cette prophétie sous forme de rêve est devenu un fait historique. Et ainsi on retrouve dans dans les chants de Milarepa ou dans différents récits de grands maîtres, donc ces évocations donc qui à l'époque étaient des prophéties et qui sont avérées comme étant des faits historiques après. Et par le développement de ces lignées au travers de l'aura de Gampopa, eh bien, avec petit à petit, en fait, cette lignée a pris l'appellation d'Arpo Kagu, la lignée Kagu de Gampopa. Voilà, donc c'est devenu un peu comme le nom principal, quand bien même le terme Kagu s'applique à toutes les lignées. Compte tenu de l'aura de Gampopa, en fait, elle a pris par la suite au Tibet donc la notion spécifique de la lignée de Gampopa. Alors, on aborde le deuxième des 4 points. Et en fait, donc le deuxième, c'est comment il a développé les vues philosophiques et la conduite suivant les sutras. Voilà, donc le deuxième point, c'est donc tous les aspects qui sont liés au sutra, par contraste au tantra. Alors, comme on a évoqué, à l'origine, Gampopa est un maître Kadampa.
Donc au départ, il vit comme un laïc, mais bon, comme vous connaissez l'histoire, dans ses proches meurent suite à une grande maladie, et suite à cela, il développe un profond renoncement vis-à-vis des existences ordinaires, et puis il entre dans les ordres monastiques. Et il rencontre notamment parmi beaucoup de grands maîtres Kadampa, Nyugrumpa, Gyalgyendak Gyalcharwa et Gyalurwa. Donc, et dans les écrits de Jigong Gyokpa Jikten Sunggon, il dit que la lignée de Gampopa, la Darpo Kaju, elle a notamment 3 transmissions. La transmission des vues philosophiques, là où la pensée philosophique, la transmission de la conduite éthique, et la transmission des instructions profondes. Et de ces instructions, celles de la vue et de la conduite viennent de la tradition Kadampa. Et notamment, la transmission sur la vue philosophique vient en grande partie du maître Kadampa Gyalgyonja. Alors, notamment, donc le maître Nyugrumpa, il a reçu de lui donc les instructions sur les vies philosophiques bouddhistes, mais également sur l'esprit d'éveil. Il a reçu les vœux de Bodhisattva de Nyugrumpa. Et notamment, il a dit que ce maître, ce Geshe Nyugrumpa, il avait de façon authentique l'esprit d'éveil relative. Et que lui-même, par cela, il a pu développer une telle bodhicitta, une telle esprit d'éveil. Et il a dit donc qu'à partir du moment où il a reçu toutes ces transmissions sur l'esprit d'éveil du maître Kadampa Nyugrumpa, il n'a plus jamais quitté le précieux et sublime esprit d'éveil. Donc, notamment dans une de ses œuvres, on pourrait traduire par l'excellente qualité des enseignements du Dharma, quelque chose comme ça. Il dit que l'esprit d'éveil relative est très importante. Pourquoi elle est importante? Tout d'abord, elle est indispensable pour entrer dans dans la voie du grand véhicule. Sans l'esprit d'éveil, on ne peut pas accéder à la voie du grand véhicule, au Mahayana. Ensuite, elle est indispensable également lors du cheminement, car sans cette bodhicitta, cet esprit d'éveil, lors du cheminement, on chute on chute dans les on chute dans les extrêmes, que ce soit l'extrême du samsara ou l'extrême du nirvana. C'est-à-dire un nirvana extrémiste. Mais globalement, en fait, c'est une chute. Et puis, elle est indispensable également à la fin, cet esprit d'éveil relatif, puisque sans elle, on ne peut pas réaliser les corps formels, les 2 corps formels, Sambhogakaya et Nirmanakaya. Et Gampopa a passé environ 8-9 mois à étudier avec le maître Kadampa Nyugrumpa. Et pendant cette période, donc le maître Nyugrumpa avait beaucoup de personnes autour de lui, de disciples, etc. Si bien que, en fait, cette agitation a détérioré la qualité méditative de Gampopa. Et il entend parler du maître Gyalgyenda,
qui vivait dans un endroit isolé, qui n'avait pas vraiment d'entourage d'étudiants. Et donc, pour cette raison, Gampopa décide d'aller voir ce maître Gyayönda. Et en rencontrant ce Geshe Gyayönda, eh bien, en effet, dans cet environnement, la concentration méditative de Gampopa s'améliore et le maître Geshe Gyayönda lui dit « Je vais t'enseigner les instructions orales d'Atisha, issues d'une lignée qui n'a pas été interrompue, même pas par Geshe Tonpa. » Et cette lignée, elle a été préservée comme si, en fait, les instructions étaient écrites à la main par le Bouddha même. Et lui en transmet ces instructions quintessentielles, comportant notamment les 4 caractéristiques, ce qu'on appelle les 4 caractéristiques, et si bien que, suite à cela, Gampopa arrive à développer la vision supérieure, l'Arcton en tibétain, Vipassana en sanskrit, sur la base de la concentration méditative qu'il avait stabilisée. Auparavant, Gampopa avait aussi reçu des instructions de méditation de Geshe Bodhisattva. Et ces instructions venaient de Milarepa même. Et par la suite, Gampopa dit, donc une fois qu'il a cette réalisation de vision supérieure, de l'Arcton, Vipassana, il a vu la similitude avec les instructions de méditation de Geshe Bodhisattva, ces instructions qui venaient de Milarepa, et ce que Geshe Yonda venait de lui enseigner et qui lui a permis d'avoir la vision supérieure, le Vipassana. Donc il fait cette connexion immédiatement par cette réalisation. Et il dit également, Geshe Yonda, donc Gampopa dit également, Geshe Yonda avait une véritable réalisation libre d'élaboration de pensée. Et moi-même, grâce à ça, j'ai pu également développer une telle expérience. En fait, à l'époque, ce Geshe Gyayönda était connu pour avoir la plus haute réalisation parmi les maîtres Kadampa dans la région de Uruto. Et également par la suite, Gampopa, le seigneur Gampopa fut réputé pour avoir développé une réalisation égale à Geshe Gyayönda. Alors, par rapport à la transmission des vues philosophiques bouddhistes, donc la particularité, c'est que ce qu'a enseigné Geshe Gyayönda à Gampopa, en fait, c'est ce qu'il avait lui-même reçu par la lignée qui passe par Atisha. Passe par Atisha qui va vers le maître Gompawa. Et Atisha, le seigneur des refuges Atisha, était connu comme étant très versé dans les vues philosophiques de l'école du milieu dite conséquentialiste. Donc c'est en fait, il y a principalement 2 lignées dans la voie du milieu. L'une d'elles, la conséquentialiste, était dans laquelle donc Atisha était très versé dedans. Donc c'était une vue philosophique qui développait beaucoup, qui défendait beaucoup, et on voit que c'est une des raisons pour laquelle dans la lignée d'Arpokadu, la lignée de Gampopa, par la suite, donc cette vue philosophique de la voie du milieu, la lignée voie du milieu conséquentialiste, est également très développée. Et puis aussi dans la lignée d'Arpokadu, dans les phases de progression du Mahamudra, on parle des 4 yogas. Et donc ces 4, ce terme des 4 yogas, en fait, c'est une terminologie qu'on retrouve dans les instructions de Mahamudra d'Atisha. Les instructions de Mahamudra d'Atisha
qu'il avait transmis à Gompawa. Et par la suite, donc, on voit le lien entre ces instructions, c'est la tradition du Mahamudra d'Atisha, et puis ensuite celle de Gampopa. Et puis aussi, après avoir rencontré le Geshe Gyalenda, Gampopa, lorsqu'il rencontre Milarepa lui dit notamment, parmi les différentes transmissions qu'il fait par les champs de réalisation, il lui dit regarde ton propre esprit en ayant une certitude sur la vue philosophique. Et notamment la vue philosophique qu'il avait en venant voir de Milarepa, c'était donc celle que avait principalement enseigné Geshe Gyalenda. Et puis Milarepa enseigna également comment se trouvent les 4 pièges de la vacuité, et en particulier lorsque Milarepa se rendait au Tibet central, accompagné de Gampopa, il lui a chanté « Fils, lorsque l'absence d'élaboration surgit dans ton esprit », donc ça c'est un des chants. Donc il transmet en fait le Mahamudra il transmet des instructions de Mahamudra à Gampopa. Pardon. Donc ces différentes transmissions, en fait, c'est Gampopa lui-même qui en fait référence lorsqu'il a enseigné le Mahamudra. Également, le 8e Karmapa Mikyo Dorje, dans son œuvre des discussions sur le Mahamudra, il souligne que la manière d'enseigner Samatha Vipassana, qui est commune au véhicule causal des paramitas, des perfections transcendantes, eh bien, c'est l'instruction de la lampe sur le chemin de l'éveil transmise par Atisha à son ami spirituel Tompa et Gompawa. Et notamment, donc, ces instructions, elles sont connues elles ont le terme ou l'appellation de yoga coémergent. Et ce terme, Gampopa, ainsi que Pamo Drupa, donc les deux des 4 principaux, Pamo Drupa qui est un disciple de cœur de Gampopa, donc ces 2 maîtres et disciples, eh bien, pour le bien des étudiants dans une époque dégénérée, mais les étudiants qui aimaient vraiment les enseignements élevés, eh bien, ces instructions étaient transmises en utilisant le terme de yoga coémergent du Mahamudra. Et ainsi, Mikyo Dorje, 8e Karmapa, montre comment la tradition de Gampopa, la tradition du Mahamudra de Gampopa vient de celle des Kanampa. Et également, si on se réfère à Saja Vajra, qui était disciple de Maitrepa, dans son commentaire sur les 10 incités, comme on pourrait traduire, donc on trouve un passage qui précise que les enseignements sur les paramitas, les perfections transcendantes d'Atisha, qui s'accordent très bien avec les tantras, portent la terminologie de Mahamudra. Et que par la suite, le seigneur Gampopa et le protecteur Pamo Drupa ainsi que Jikung Jikten Sungen, eh bien, soulignent comme quoi leurs instructions du Mahamudra, les instructions écrites constituent comme des commentaires du sublime continuum de Maitreya, le Dulama. Alors le 3e point, c'est comment Gampopa accomplit le bien des êtres au travers du Mahamudra. Alors en fait, Gampopa, comme on a évoqué, a étudié avec beaucoup de maîtres célèbres au Tibet. Et puis, donc il a notamment eu cette particulier en fait d'être celui qui va joindre la tradition des tantras, la tradition yogi et la tradition des sutras, cette tradition qui vient des monastères, qui est principalement développée dans les monastères. Et c'est pour il est connu comme
et notamment ensuite le terme du yoga commergent du Mahamudra est développé par les enseignements de Gampopa. D'une façon générale, Gampopa était très habile à faire mûrir ses disciples et à donner les instructions appropriées pour faire mûrir et libérer un grand nombre de ses disciples. Donc il y a pas mal de récits et je pense que je vais vous en partager quelques-uns qui ne sont pas particulièrement connus. Alors, donc, tout d'abord, c'est le récit de Rabdum Tumpa, qui était né à Doto, Jamkar. Et il avait cette faculté naturelle de se rappeler de ses vies passées, jusqu'à 13 vies passées. Et donc, lorsqu'il avait 13 ans, sa mère avait 70 ans. Donc, Rabdum Tumpa, à l'âge de 13 ans, avait sa mère de 70 ans qui devint aveugle. Et donc, l'oncle maternel, on peut dire l'oncle maternel de Rabdum Tumpa, donc en fait, il dérobe les biens de sa mère, comme elle est devenue aveugle, pour pouvoir se mettre en ménage, pour pouvoir se marier. Donc il lui dérobe des richesses. Et donc Rabdum Tumpa, il avait un frère, Geshe de Sambou. Et donc ce frère, lorsqu'il est rentré au foyer, il a contracté la lèpre et meurt en chemin. Alors Rabdum Tumpa, il avait aussi une sœur de 18 ans qui, donc, à ce moment-là, était en chemin pour se mettre en ménage, pour se marier. Mais donc, le mariage n'a pas pu se faire. Et donc, sa sœur de 18 ans se retrouve en fait à mendier sur le chemin. Elle n'arrive pas à se marier là-bas et ne peut pas rentrer au foyer maternel. Et donc, elle est donc un peu comme errante, mendiante errante. Et donc, Rabdum Tumpa se retrouve seul avec sa mère. Donc, pendant qu'il mendie pour pouvoir, il rencontre un maître Nyingma qui faisait partie de sa famille. Donc, dans son entourage familial, il y avait un maître Nyingma. Il va le voir. Ce maître Nyingma offre un moulin à prière du mantra Om Mani Padme Hum pour sa mère, en disant que c'est pour que sa mère puisse ainsi faire des accumulations. Et il dit à Rabdum Tumpa, au fils de la mère aveugle, donc que d'aller voir donc de voir un certain maître qui a étudié auprès de Pupa. Et donc il lui offre, donc pour que ça se fasse, une lettre comme une lettre de recommandation et des offrandes. Mais ce qui se passe, c'est que à l'époque, donc Rabdum Tumpa, en fait, dû à différents récits du passé, en fait, il se fiait pas à ce Lama Nyingma. Et par conséquent, il préférait, au lieu d'aller voir le maître qui lui avait indiqué, d'aller voir un maître d'une autre tradition.
Donc il se rend Ramdung Tenpa avec donc il se rend à Damye, donc à un autre endroit que là où le maître Nyingma lui a indiqué, et sur le chemin il rencontre des marchands, et là il demande à ces personnes où est-ce qu'ils pourraient rencontrer des pratiquants de la nouvelle génération des tantras qui soient célèbres. Et là ces personnes lui disent que dans la région haute du Tsang, il y avait le maître Shakya Kupon qui était célèbre. Dans la région centrale, c'était tel ou tel maître qui était célèbre, mais tous étaient passés en parinirvana. Ils ont aussi mentionné le nom du yogi Milarepa, qui avait un étudiant Dakpo Ningompa, c'est-à-dire Gampopa, et que la plupart des gens considéraient dans la région du sud que Gampopa était comme le Mahasiddha, le yogi accompli de tous les yogis accomplis, celui qui était sans rival. Et en entendant cela, en entendant ainsi parler de Gampopa, Jamdung Tenpa, en fait, il sent que son corps et son esprit sont comme brisés en 1000 morceaux. Et la nuit, il a la vision d'une femme qui porte des soieries blanches, qui lui dit: si tu veux aller voir Gampopa, suis-moi. Et là, en fait, il ne sait pas trop ce qui se passe. Dans un état entre l'état de veille et le rêve, d'un seul coup, il se retrouve au pied du mont Gampo, alors que le soleil brille au zénith. Donc, et là également, donc il est dans un état, il sait pas trop, il s'explique pas comment il est là. Il arrive, il est au pied de cette montagne, il ne sait pas trop comment, et là également il lui manque il n'a plus de chaussures, il n'a plus de ceinture, et ses vêtements. Donc il avait ses vêtements, mais il n'avait plus de chaussures, il n'avait plus de ceinture, et donc il se demandait comment il s'est fait qu'il se retrouve sans chaussures, sans ceinture, et il ne sait même pas comment il est arrivé ici. Mais donc il a l'intuition qu'il est arrivé là où demeure Gampopa. Il se dit qu'en fait c'est Gampopa qui l'a dans son attention, dans sa clairvoyance, et donc il va à la recherche de la demeure de Gampopa. Donc il y arrive, et lorsqu'il arrive aux portes c'est comme une tente, une hutte, une yourte, voilà, une yourte. Il arrive devant la yourte de Gampopa, et il entend des personnes qui récitent, il entend des voix. Donc, et là, il rentre, et en entrant, il voit Gampopa assis, flamboyant, portant une ceinture de méditation. Devant lui, il y a 4 bhikshus, 4 moines pleinement ordonnés, qui récitent la Prajnaparamita en 8000 versets. Et il y a aussi devant le stupa de l'éveil, un stupa de l'éveil devant lequel sont disposés les 5 types d'offrandes. Et donc à côté droit, au centre, devant Gampopa, il y a ces 4 bhikshus qui lisent les textes. À droite, ce stupa de l'éveil, et à gauche, un rideau rouge qui cache quelque chose, mais derrière, il y a une voix qui en sort. Il entend une voix. Il entend un... Et là, en fait, comme il est rentré dans cette yourte sans autorisation, en fait, il sait qu'il y a du monde, et il rentre comme ça.
Et par conséquent, il y a un attendant, l'exé, qui arrive et il le renvoie dehors. Il le renvoie dehors parce qu'il est rentré sans autorisation. Mais là, en sortant, il sort un peu dans un état d'hébétement. Il sait pas, il a pas de pensée précise et euh, il est comme sans savoir où il va, ce qu'il doit faire, sans discernement un peu. Et il reste comme ça devant l'entrée de la yourte, dans cet état un peu de hébété ou perdu, ou comme si il n'y avait tous les manifestations mentales avaient cessé de fonctionner. Et puis, au coucher du soleil, un jeune moine arrive, il lui tire un bout de cheveux comme ça, mais un peu comme pour le faire sortir de son état. Et puis, il lui apporte une tukpa, une soupe tibétaine. Et ensuite, après avoir pris cette soupe tibétaine, il s'écroule de sommeil. Et puis, par la suite, lorsque le soleil, la chaleur du soleil se fait manifeste, il se réveille et il a la pensée qu'il doit aller voir Gampopa. Mais là, alors qu'il a l'intention, le corps ne suit pas, le corps, la parole ne suit pas. Et il reste dans cet état d'absence de contrôle pendant 7 jours. Et après ces 7 jours, tôt le matin, il fait un cauchemar. Dans ce cauchemar, il voit un énorme serpent qui a des cornes, des longues dents de devant. Et ce monstre serpent est en train de déchiqueter plein d'êtres vivants. Il est en train de dévorer. C'est un serpent vorace qui dévore plein d'êtres dans ce cauchemar. Et puis là, le serpent fait face à lui et est prêt à aller le manger à son tour. Et là, il est pris de frayeur. Et donc, en tentant de fuir d'un seul coup, sans qu'il comprenne pourquoi, il se retrouve devant Gampopa. Et là, il se retrouve devant Gampopa, comme dans la même scène pratiquement comme dans la même scène que la première fois. C'est-à-dire, il est assis, devant lui se trouvent 4 moines pleinement ordonnés. Donc à la droite, le stupa de l'éveil avec les 5 types d'offrandes. Et puis côté gauche, cette fois-ci, par contre, le rideau rouge a été soulevé ou dévoilé. Et donc sur un tabouret fait avec donc le rideau rouge est dévoilé et donc il voit ce qu'il y a derrière. Donc il voit comme un tabouret qui est fait avec des jambes humaines et puis il y a une calotte crânienne, ce qu'on appelle un kapala. Et puis aussi un piwang qui est une forme comme un violon, mais qui est fait également avec des ossements humains, comme par exemple l'archer qui est fait avec un. Et puis il y a aussi une divinité rouge dénudée qui se trouve au milieu d'un flamboiement de lumière, de feu, qui joue justement de ce piwang, de cette vina. Et là, par cette vision, s'élève en lui la sagesse du Mahamudra. Et là, par cette réalisation, le stupa de l'éveil qui se trouvait sur la droite de Gampopa se met à flamboyer de lumière. Et en fait, il devient immense. C'est comme s'il a la perception que ce stupa de l'éveil, il remplit l'univers entier, qui flamboie de lumière.
non seulement ce stupa, mais également il voit Gampopa. Il y a une multitude de Gampopa. Il y a des Gampopa qui sont énormes, d'autres qui sont tout petits, minuscules. Certains sont sont en train de débattre, d'autres en train de jouer d'instruments rituels, etc. En fait, ils voient une multitude de Gampopa de différentes tailles, chacun étant dans des activités particulières, des activités de musique, activités de débat, etc. Et par la suite, euh, donc il y a Ramdon Tempa en fait donc voit le roi du Mignal, là, ce roi qui dit qu'il a fait beaucoup de choses négatives, et donc en fait donc il y a Ramdon Tempa qui a une connexion, donc qui vient rencontrer le roi de Mignal, et donc ce roi également il sent le besoin de développer de la sagesse au regard des actions négatives qu'il accomplit dans le passé. Et là également, lorsqu'il va voir, ce roi va voir Gampopa, Gampopa lui fait un peu à peu près le genre ce genre d'expérience bizarre. En fait, le roi, un peu plus précisément, le roi en fait traverse 5 types d'expériences vraiment particulières, mais au final, il acquiert une expérience exceptionnelle de méditation. Et puis ça se produit également pour la reine et d'autres, et un certain membre un certain ministre, des ministres. Et en fait, on sait tout ça parce que Rinchen Sampo et Tishirepa, donc ils avaient l'habitude de donner des transmissions tantriques pendant des jours des jours de Bonogue, notamment l'anniversaire de Gampopa. Et donc voilà différents récits. Alors une autre histoire, mais c'est pas très long. Donc c'est un autre récit. Donc Darpo Wangdiel, donc c'est le nom d'un moine, Darpo Wangdiel. Donc d'abord c'est quelqu'un qui étudie dans le monastère. Il étudie et puis au bout d'un moment ça l'ennuie. Alors il rentre dans les pratiques méditatives. Donc il va pendant 14 ans méditer devant New Shurpa, sans avoir en fait une impression d'avoir réalisé quelque chose. Et par la suite, comme il entend parler de Gampopa avec tant d'éloges, comme Gampopa était devenu célèbre, donc il va le voir et il lui fait part de son désarroi en disant à Gampopa qu'il a étudié plein de textes philosophiques pendant 12 ans sans se rappeler voilà, il a étudié sans avoir la conscience de l'impermanence et de la mort, et par la suite, lorsqu'il a eu profondément la conscience de l'impermanence et de la mort, il a pratiqué pendant également plus d'une douzaine d'années, mais il n'arrivait pas à avoir même une concentration basique. Et il dit, voilà, maintenant j'ai 73 ans, je n'ai pas d'autre espoir que vous. Voilà, donc il a 73 ans, il a passé plus de 12 ans à étudier les textes sans en être profondément imprégné. Il a pratiqué sans avoir l'impression d'avoir acquis quelque chose. Et Gampopa répond, quelle est l'utilité de poser son esprit? Et quel mal il y a à ce que l'esprit ne soit pas posé?
Y a-t-il quelqu'un qui crée la joie ou la souffrance? Par exemple, si les nuages s'accumulent dans le ciel, y a-t-il un bénéfice? S'ils ne s'accumulent pas dans le ciel, est-ce que cela cause du tort? Et en fait, par ces paroles-là, ça frappe l'esprit de ce moine. En fait, il comprend quelque chose derrière ces métaphores. Et un jour, lorsqu'il vient voir Gampopa, donc c'est Gampopa qui lui dit de venir, il arrive à la demande de Gampopa. Et là, il y a Darton et Gungton, qui sont un peu comme ses intendants, qui lui dit ne rentre pas, tu restes ici et tu médites ici, visualise le précieux maître au-dessus de ta tête et prie. Et puis donc alors qu'il s'exécute au bout d'un moment, donc Darton et Gungton, donc qu'est-ce qu'ils font alors que le vieux moine médite? Alors, Gungton, en fait, il produit comme une tempête de poussière. Et Darton lui envoie une grande quantité d'eau sur le visage. Donc il y en a un qui crée une forme de tourbillon de poussière et l'autre qui lui lance dans le visage une grande quantité d'eau. Alors qu'il était en train de méditer comme ces deux intendants lui ont dit. Donc il a écouté ces deux intendants, il s'est assis et puis d'un seul coup, il y en a donc un de ces deux lui lance comme une tempête, un tourbillon de poussière et l'autre de l'eau sur le visage en grande quantité. Et ça se produit simultanément. Simultanément, il a cette expérience d'un tourbillonnement de poussière et de l'eau sur son visage, alors qu'il est en train de méditer. Et là, il est comme en fait dans un état de choc ou un état de surprise. Et au moment où, comme ça, dans cet instant de surprise, créé par ce tourbillonnement de poussière et ce flot d'eau simultané, donc il se redresse. En fait, à ce moment, il a comme l'impression que son crâne est fendu. Pardon. Donc, au moment où il se redresse, il voit Gampopa qui vient vers lui. Et en fait, lorsqu'il voit Gampopa venir vers lui, il le voit énorme comme le mont Meru. Et il y a une sensation insoutenable, comme si il venait de se faire fendre le crâne. Comme si quelqu'un lui avait fendu le crâne avec un bâton en frappant sur la tête. Comme si son crâne allait s'ouvrir en deux. Et son corps était complètement déconnecté de l'esprit, de ses perceptions, etc. Et puis par la suite, une réalisation indescriptible se produit. Et on nous dit que par la suite, il ne voyait peu que son précieux maître se dissout dans une masse de lumière. Et que ensuite, il réalise donc ce qu'on appelle techniquement la chaleur dans sa pratique. Et il y a plein de récits comme ça. Aussi, donc, il est connu que, en fait, globalement, Gampopa était reconnu comme étant très habile pour discipliner l'esprit de ses étudiants. Donc également, Gampopa a exprimé de ceci. Il a dit que certains geshe qui enseignent la philosophie disent que non, pardon, c'est pas Gampopa qui dit. Donc ensuite, il y a certains geshe qui ont enseigné la philosophie et qui ont
dit que Gampopa en fait gâchait beaucoup de jeunes étudiants. Et en fait, non, c'est bien Gampopa qui dit ça. Il dit ça et puis il dit certains geishés ou enseignants de philosophie bouddhiste me critiquent de gâcher, de faire mal tourner leurs étudiants. Mais moi, parce que mes activités, j'ai grand espoir que ces jeunes étudiants vont accomplir le bien d'un grand nombre d'êtres. Donc il avait eu cette anecdote pour souligner qu'il avait vraiment une habilité, une clairvoyance particulière pour guider les êtres. Et aussi, donc ceci dit, d'une façon plus générale, pour la plupart de ses disciples, donc ils n'avaient pas des dispositions particulières, il leur enseignait les voies progressives des trois types d'individus suivant la tradition Kadampa, et seulement lorsque les étudiants avaient ces bases du chemin progressif, il leur enseignait par la suite les instructions particulières du Mahamudra pour purifier leur esprit. Donc il y a un récit, une anecdote à ce sujet où Gampopa dit avoir rêvé, avoir trouvé une amulette, et Gompache Yung dans le rêve lui demande de lui montrer cette amulette, et que s'il ne le fait pas, en fait qu'il doit ouvrir cette amulette parce que dans cette amulette se trouvent des reliques d'Atisha et ainsi que des instructions essentielles de la lignée Kadampa. Et comme Gompache Yung a tellement insisté, donc Gampopa s'est exécuté. Et ceci donc pour dire que que quelque chose de auspicieux ou favorable s'est accompli, et notamment Gampopa s'exprimait de cette façon en disant que donc en disant par rapport à une grande partie des étudiants, le bien qu'il a pu accomplir envers eux, c'était grâce à la tradition Kadampa. Et il précise aussi qu'il y a plein d'instructions de Naropa, mais si ces instructions ne sont pas connectées avec les instructions de la lignée Kadampa, les bienfaits des instructions de Naropa demeurent faibles. Donc en résumé, à l'époque de Gampopa, il y avait donc les grands êtres réalisés comme Marpa, Ngokpa, Milarepa, ou les grands lamas Sakyapa comme Barilo Tsawa, Sachen Kunga Ningpo, ou les maîtres Nyingmapa, comme Soche Sochu. En fait, c'était des maîtres qui enseignaient principalement les tantras, le véhicule des mantras secrets. Et la plupart d'entre eux, en fait, vivaient comme des yogis, ce n'étaient pas des personnes ordonnées. Et la particularité, alors que de l'autre côté, on avait donc les maîtres Kadampa qui, eux, avaient leurs institutions très développées, et dont les pratiques étaient principalement concentrées sur le véhicule causal, le Vinaya, la discipline monastique, ainsi que le véhicule des perfections transcendantes, les paramitas. Et ce qui est remarquable de la part de Gampopa, c'est qu'il a rassemblé ces deux aspects de façon parfaitement harmonieuse. La tradition méditative des Kadampa qu'il avait appris plus tôt avant de rencontrer Milarepa, et ainsi que les instructions yogiques, la tradition des tantras avec Milarepa. Et par conséquent, donc il a réussi à vraiment faire coïncider ces choses à faire sans la moindre discordance. Et ainsi, donc c'est pour ça il est connu comme étant le confluent des instructions Kadampa et du Mahamudra. C'est lui qui a vraiment su mettre parfaitement en union
la tradition des sutras et la tradition des tantras. Et pour terminer, le dernier point qu'on peut évoquer, c'est les œuvres de Gampopa. Et notamment, comme Gampopa a évoqué lui-même, euh, 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 donc, ceux qui étudient donc Gampopa lui-même a eu une littérature assez importante, donc qui a été préservée jusqu'à de nos jours, comme notamment le fameux précieux ornement de la libération. Et même Gampopa lui-même a dit que par l'avenir, les gens qui n'auraient pas la chance de pouvoir l'avoir rencontré de son vivant, si ces personnes euh, pratiquent et étudient ces textes, notamment le précieux ornement de la libération, et qu'ils étudient bien ces œuvres-là, c'est comme si il me rencontrait en personne. Et ça, ce quatrième point est important parce que donc de nos jours, ces œuvres, les œuvres principales de Gampopa, on les a encore. Mais la plupart d'entre nous, on les a quelque part sur les étagères. Peut-être qu'on l'a lu une fois, mais on n'y prête pas grande attention à la valeur de ces enseignements. Et certains maîtres, ainsi, disent par rapport aux pratiquants Kagyu actuels qu'ils ont de profondes instructions, mais que en fait, ils ne les regardent pas. C'est comme si, en fait, c'est comme si ces ouvrages, on les avait jetés à la poubelle, même si physiquement, c'est pas ce que l'on fait, mais le fait de laisser ça moisir quelque part dans une armoire, c'est comme si, d'une certaine façon, on avait jeté ces œuvres. Et comme c'est un point important, donc c'est pour ça que je souhaitais insister dessus, et nous terminons ainsi cette partie sur Gampopa et enchaînons avec le rituel du Guru Yoga de Gampopa après 20 minutes de pause.